Une femme de Las Vegas qui prétendait être infirmière a été démasquée comme une prétendue fraudeuse, que les forces de l'ordre accusent d'avoir délivré de fausses ordonnances à des enfants diabétiques. C'est une infirmière scolaire qui aurait révélé cette affaire. Il est temps d'examiner ce cas vraiment étrange. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. La semaine dernière, la police de Las Vegas a arrêté Crystal Scott, 44 ans, accusée d'avoir facturé des centaines de dollars pour un service de conciergerie du diabète pour enfants. Le problème est qu'elle n'avait aucune licence médicale, ce qui lui est reproché. Cette ruse supposée consistait à tromper parents, enfants et écoles. Elle fait désormais face à plus de 70 chefs d'accusation criminels, dont 50 crimes graves, selon les dossiers du tribunal du comté de Clark, Nevada. Pour m'aider à analyser cette affaire vraiment étrange et mieux comprendre les stratégies de défense possibles, j'accueille l'avocat de la défense de Vegas, Michael Trano. Merci d'avoir pris le temps, Michael. Ravi de te voir. Ravi de te voir aussi. Nous avons récemment rapporté plusieurs cas de ces soi-disant fausses infirmières. Y a-t-il de manière générale un malentendu concernant la défense? Il y a bien une licence. Je ne sais pas. Nous allons vérifier, mais quelle est la défense habituelle dans ce cas? Il y a toujours une défense, et la défense, puis dans ce cas particulier, va varier. Cela pourrait simplement se résumer à l'atténuation selon son intention. J'ai représenté des affaires similaires, plus récemment une affaire de pratique illégale de la dentisterie, ce qui n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Et je travaille justement dans ce domaine. En général, le code pénal et les lois sont suffisamment larges pour interpréter, mais sans licence très spécifique délivrée par les conseils d'État et locaux, il est interdit d'intervenir directement dans les soins infirmiers, la dentisterie ou le médical. Donc, c'est un obstacle difficile à franchir, si vous voulez, du point de vue de la défense sans ces licences spécifiques. C'était une voie, nous faisions du bon travail et aidions les gens, mais pas officiellement. Nous avions tenté d'obtenir une licence. Nous étions en train de l'obtenir, mais nous aidions quand même les gens. Et je peux avoir des gens qui viendront témoigner que je les ai aidés, ou ça n'a pas d'importance. Je veux dire, cela compte car, en matière de défense, il existe des arguments juridiques à présenter devant un jury, comme « on voulait faire ce qui était juste ». Cela ne mènera peut-être pas à un acquittement. Je veux dire, ce serait difficile à bien des égards, mais je pense que cela aiderait certainement en ce qui concerne les moyens de défense, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'atténuation, lorsque vous discutez avec le procureur. Parce que, comme vous le savez, et je suis sûr que votre public le sait aussi, puisqu'il regarde Law & Crime Network, les procureurs ont énormément d'autorité et ils disposent d'un pouvoir discrétionnaire encore plus grand quant à la décision de faire une proposition ou non, à la nature de cette proposition et aux paramètres de celle-ci. Si son avocat présente des circonstances atténuantes, ce qui est probable, nous savons déjà qu'elle a servi notre pays avec honneur. Elle a reçu une libération honorable. À ma connaissance, elle est en invalidité de l'armée et n'a pas d'antécédents criminels. Ces facteurs associés au fait, comme vous l'avez dit, et qu'elle essayait d'aider, si la défense peut démontrer et prouver qu'aucune des victimes présumées dans cette affaire n'a réellement été blessée, alors je pense que cela contribuerait grandement à présenter une défense, du point de vue de l'atténuation, afin qu'elle reçoive une offre juste et raisonnable. Examinons les détails de l'affaire contre Scott, d'accord? Selon 8 News Now de Las Vegas, le rapport d'arrestation indique que Scott, en se faisant passer à tort pour une infirmière diplômée, a gagné la confiance de familles vulnérables qui comptaient sur elle pour des soins médicaux essentiels à leurs enfants diabétiques. Scott a donné de fausses assurances aux parents, aux pharmacies et aux responsables scolaires, tout en n'ayant aucune licence professionnelle ni supervision médicale. Selon les détectives du Las Vegas Metropolitan Police Department, Scott a mené des consultations médicales et rédigé des ordonnances de soins. Elle a permis que de l'insuline et d'autres médicaments soient administrés à au moins 12 enfants. C'est la principale allégation ici. Michael, tu sais, la prise en charge du diabète peut être très compliquée, surtout chez les enfants. Il faut administrer la bonne dose correctement, sinon des effets indésirables peuvent survenir. Actuellement, J. Scott est accusé de fraude et de falsification. Pensez-vous que cette affaire pourrait relever d'accusations plus graves, comme des coups et blessures ou quelque chose de ce genre? Une agression est généralement définie comme une batterie, soit un contact physique illégal. Nous le voyons différemment, mais cela concerne aussi la menace d'une force contre vous. Donc, la tentative, comme si je ramenais mon bras en arrière et que je vous frappais, mais que je vous manquais et que vous en étiez conscient et que vous aviez peur, c'est une agression. Ou si je sors une arme à feu et que je vous la montre en vous lançant un regard du genre « Hé, tu sais moi qui va se passer ensuite ?»
ce serait une agression avec une arme mortelle. Ici, il n'y a pas d'exigence de contact. Dans cet exemple hypothétique, il s'agirait plutôt d'une batterie ou d'un contact illégal avec une autre personne. Tout contact illégal, même léger comme une poussée ou un coup d'épaule, suffit à lui seul. J'ai eu des cas où mon client a renversé du vin à température ambiante sur quelqu'un, ce qui a été qualifié de batterie, c'est-à-dire un contact illégal ou offensant. Ceci est un délit mineur. Mais si un enfant est impliqué et qu'il y a agression, cela peut conduire à des accusations de maltraitance et de négligence. En ce qui concerne des accusations encore plus graves, je n'ai aucune information et la plainte n'allègue ni n'accuse à ce stade d'une agression ayant causé des blessures corporelles importantes. Si l'État a prouvé qu'une de ses victimes mineures a subi des blessures qualifiées d'importantes selon la loi du Nevada, il pourrait ajouter d'autres accusations. Mais pour l'instant, ce à quoi elle fait face est très grave. Est-ce que cela pourrait empirer? Peuvent-ils ajouter des accusations supplémentaires? Bien sûr, mais elle a déjà assurément un gros combat devant elle. La question que beaucoup de gens pourraient se poser en écoutant cela est la suivante. D'accord. Comment Scott a-t-elle pu prodiguer des soins et administrer des médicaments si elle n'avait pas de licence médicale? C'est une question légitime, non? Selon KLAS et le rapport d'arrestation, elle aurait utilisé l'identité de 2 médecins licenciés et le numéro de licence d'une infirmière diplômée travaillant dans un hôpital local. Elle aurait également falsifié les signatures de médecins et au moins 24 ordonnances différentes. Lors de l'arrestation de Scott, la police aurait découvert divers médicaments, dont des pompes à insuline, des médicaments injectables, des ordonnances de laboratoire vierges et remplies au nom de médecins, tous en possession de Scott. Selon KLAS Michael, on dit que la possession fait la loi, non? C'est accablant d'avoir ça. Encore une fois, je reviens à la défense. Si c'était en sa possession ou sur elle, quelle est l'explication? Ou veut-on demander comment les forces de l'ordre l'ont trouvé? Était-ce après un mandat de perquisition? Pourrait-il invoquer un problème de chaîne de possession? Oui, absolument. Si on se concentre sur les preuves à en trouver, comme les pompes à insuline et autres informations, il faut alors contester et examiner la chaîne de possession, la légalité, l'insuffisance des mandats de perquisition et voir lesquels peuvent être contestés. Donc ça, c'est simplement la base en défense pénale, si vous voulez. Je ne pense pas forcément que ce sera le point le plus important, même si ça figurera certainement sur la liste des choses majeures à faire. Parce qu'ici, si je suis à la place du conseil, je ne m'inquiète pas forcément de ces éléments pour l'instant, même si, ne vous méprenez pas, ils sont importants. Mon attention principale porte davantage sur les personnes qui auraient soi-disant reçu les soins. Je pense que ce seront les témoins les plus importants contre l'accusé. Faire venir les enfants, les parents, peu importe, et dire « oui, vous identifiez ce témoin ». Oui, je la reconnais. Comment la connaissez-vous? C'est elle qui m'a planté une aiguille dans le bras et donné l'ordonnance. Et suite à cela, nous sommes allés faire remplir cette ordonnance et avons administré le médicament à mon enfant. Je pense que ces témoins individuels seront bien plus convaincants que les informations trouvées. Mais oui, cela complète toute l'histoire. Voici une autre partie de l'histoire. Comment les autorités ont-elles eu vent de cela? Si elle a vraiment fait ça, comment s'est-elle fait attraper? Les médias locaux rapportent qu'une enquête a été lancée à la fin du mois de septembre lorsqu'une infirmière en chef du district scolaire du comté de Clark a appelé la police parce qu'elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Un problème existait avec les ordonnances permettant au personnel scolaire d'administrer de l'insuline aux élèves en classe. Un exemple donné était qu'il y avait une date sur l'une d'elles, le 22 août 2026. C'est une grosse erreur, ce n'est pas 2025. Donc elle a commencé à creuser et a apparemment trouvé 12 autres documents avec des signatures qui ne semblaient pas cohérentes. L'infirmière a contacté le médecin indiqué sur l'ordonnance. Ce médecin a affirmé ne pas avoir signé ces ordonnances, que les signatures n'étaient pas les siennes et qu'il ne soigne pas de patients pédiatriques. Le district scolaire du comté de Clark a identifié 12 élèves de 5 à 14 ans qui recevaient apparemment ou prétendument des soins de Scott. C'est selon le Las Vegas Sun. Tous les parents de ces victimes potentielles auraient apparemment été informés de la situation. Et on peut seulement imaginer leur réaction face à tout cela. En quelques jours, la police de Las Vegas a arrêté Scott. Placée en détention, elle a payé sa caution de 50 000 $ fixée lors de sa première comparution selon les registres du tribunal du comté. Dans ces conditions de libération sous caution, elle ne peut contacter de mineurs sauf ses enfants. Elle ne peut évidemment exercer aucune procédure médicale. Parlons maintenant de la liste des accusations. Donc, parmi les dizaines de chefs d'accusation auxquels Scott fait face, 24 concernent la possession d'une fausse ordonnance pour un médicament dangereux.
12 chefs d'accusation concernent l'exercice de la profession d'infirmière sans licence et la fourniture d'un médicament dangereux à un mineur. 2 autres chefs d'accusation concernent l'obtention ou l'utilisation d'informations personnelles dans le but de nuire ou à des fins illégales. Elle fait également face à des accusations de falsification. Michael, quand je vois ça et que je pense à autant d'accusations, est-ce que ça va généralement jusqu'au procès avec autant de chefs d'accusation? Ou est-ce une stratégie de la part des procureurs comme tactique de négociation? Nous allons vous lancer 73 chefs d'accusation. Cela peut offrir une marge de manœuvre, une marge de négociation pour une négociation de plaidoyer. Question intéressante. Je crois qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer dans un vide total. Lorsque le parquet dépose cette plainte, prépare ses accusations, évidemment avec tous les facteurs impliqués dans cette situation particulière, ils ont certainement pris leur temps. Ce qu'ils ne savaient pas et ce qu'ils ne sauront probablement pas dans la plupart des situations, c'est comment cette personne va réagir. Ont-ils les moyens d'engager un bon avocat? Que feront-ils après? Donc lorsqu'ils rédigent la plainte à ces premiers stades, est-ce une tactique de négociation? Peut-être, peut-être pas. J'aurais tendance à dire que non. Plus tard, une fois que l'avocat est confirmé, qu'il commence à travailler sur l'affaire, que les choses commencent à être plaidées. Et à ce moment-là, c'est là que le vrai jeu commence, c'est-à-dire, tu sais quoi? On peut poursuivre ainsi, mais on va modifier les plaintes et ajouter 15 chefs d'accusation. Je veux dire, ça peut aller dans beaucoup de directions différentes à ce sujet. Donc, au début, j'aurais tendance à dire non parce qu'ils n'ont aucune idée de la façon dont l'affaire va évoluer ou de la façon dont le prévenu va réagir. Une fois l'avocat confirmé et la machine judiciaire lancée, on peut alors observer d'éventuelles modifications. Je ne serais pas surpris que l'État modifie sa plainte en ajoutant des chefs d'accusation ou en changeant des détails comme les dates ou lieux. À votre avis, certains de ces chefs d'accusation sont-ils plus simples que d'autres? En d'autres termes, y en a-t-il pour lesquels c'est une affaire gagnée d'avance pour les procureurs? Rien n'est jamais gagné d'avance. En général, rien n'est gagné d'avance. Mais vous dites que cela semble très simple, très facile pour les procureurs d'obtenir une condamnation. Pour d'autres, cela complique la tâche des procureurs et influe sur leur décision de négocier un accord de plaidoyer, car ils pourraient craindre de ne pas obtenir de condamnation au procès. Donc, y a-t-il certaines accusations auxquelles elle fait face qui semblent plus faciles pour les procureurs d'obtenir une condamnation que d'autres? Je dirais que la plus facile qui me vient à l'esprit, sans avoir les preuves et sans les examiner, ni être dans la position de vraiment la défendre, ce qui n'est pas mon rôle ici. C'est le rôle de son avocat. Mais l'accusation la plus simple semble être l'administration de médicaments. Parce que, encore une fois, ce sera très convaincant, et je pense très simple de faire venir un patient de 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ans. Je suppose, sans connaître leurs âges exacts, qu'ils sont dans cette tranche d'âge juste pour venir à une audience préliminaire. Salut Billy Sarah. Reconnaissez-vous la personne qui vous a mis l'aiguille dans le bras? Oui, elle est là-bas près de l'avocat de la défense. D'accord, merci. Racontez-moi ce qui s'est passé. Vous avez mis une aiguille dans mon bras. Pourquoi avez-vous besoin d'une aiguille? J'ai le diabète. Merci. Ensuite, maman et papa témoignent. Oui, c'est la femme qui m'a donné l'ordonnance. Je l'ai remplie. Ensuite, pour établir cette base, ils disent « Vous savez, elle n'a pas de licence médicale. Nous avons vérifié son nom dans tous les conseils d'infirmiers et les registres de licence médicale et il n'apparaît nulle part. » Facile et difficile à accepter. Mais c'est une voie plus directe pour l'accusation sur cette charge. Je veux aussi aborder un autre point déjà évoqué avant votre arrivée. Je crois que vous connaissez l'avocat de la défense qui représente Scott, Jack Buchanan. 8 News Now a contacté M. Buchanan qui a déclaré que la caution de Mme Scott a été fixée aujourd'hui en tenant compte de son casier judiciaire quasi vierge, de son statut d'ancienne militaire et de mère aimante. Les complexités de cette affaire seront sans aucun doute débattues à l'avenir afin de démontrer qu'à aucun moment elle n'a eu l'intention de nuire ou n'est pénalement responsable d'un quelconque préjudice envers un enfant dans la vallée de Las Vegas. Michael, quelle est ta réaction à cette déclaration et à celle de Jack? Est-ce différent de ce que nous venons de lire? Oui, comme tu l'as dit, nous en avons déjà parlé. En toute transparence avec ton public, j'ai une relation très proche avec M. Buchanan, un très bon ami. Encore plus important pour tes spectateurs, c'est un excellent avocat de la défense à Las Vegas, avec plus de 17 ans d'expérience. Donc je pense qu'il va très bien défendre son client. Ma réaction à la déclaration qu'il a donnée à Channel 8 News, c'est que ça a du sens. Et c'est un peu comme ce à quoi nous avons fait allusion, plus tôt. C'est-à-dire qu'une partie de la défense n'est pas toujours de dire que rien de tout cela ne s'est produit, mais plutôt de s'intéresser à l'intention derrière les actions de ses clients. Et je pense qu'en lisant entre les lignes, et je ne lui ai pas parlé à propos de cette déclaration, mais je l'ai lu avant notre conversation, en lisant cette déclaration, cela signifie simplement « pas encore ». Ne prenez pas tout au pied de la lettre,
Mais il veut que le public sache maintenant qu'à aucun moment, aucun de ses patients n'a été physiquement ou mentalement blessé par l'un des comportements allégués. Et je pense que c'est très important dans ce contexte. Et la déclaration qu'il vous a fournie, a-t-elle donné plus d'informations? Oui, je suis heureux de vous le lire. J'ai eu une conversation avec M. Buchanan hier. Je lui ai fait savoir que j'allais participer à l'émission. Et je voulais savoir s'il avait un commentaire ou une citation qu'il souhaitait vous transmettre, à vous ou aux auditeurs. Et sa déclaration et citation est la suivante. Notre enquête sur ces allégations en est à ses débuts. Et notre intention est de la défendre vigoureusement à chaque étape du processus judiciaire que nous prévoyons de durer plusieurs mois. Fin de citation. Compris, d'accord, c'est tout à fait logique, parlons-en. Donc, 8 nouvelles. Maintenant rapporte que Scott est affilié à cette entreprise appelée Glucose et Glo, qui, selon les forces de l'ordre, n'a pas de licence commerciale valide. Le reportage précise qu'elle offre des services de conciergerie pour le diabète, de perte de poids et des thérapies intraveineuses. Le site web de l'entreprise semble avoir été mis en mode privé. Il n'est plus accessible sans identifiant. Le média d'information de Las Vegas, News 3, s'est entretenu avec une personne se présentant comme un responsable de Town Square Las Vegas, où l'entreprise était apparemment située. Ce responsable a déclaré que Scott était un ancien locataire. Et selon 8 News Now, le programme de conciergerie pour le diabète coûtait 600 $ pour 4 rendez-vous en un an. 8 News Now indique aussi que la photo de Scott a été publiée un moment sur le site docsnevada.com. Sa biographie a depuis été retirée. Mais lorsque KLAS l'a consultée, elle indiquait apparemment « Crystal est une infirmière diplômée titulaire d'une maîtrise en diététique et une éducatrice spécialisée dans le diabète, avec 15 ans d'expérience spécialisée dans les soins pédiatriques. Membre du conseil de l'Association du diabète du Nevada, elle défend et soutient avec passion les personnes diabétiques. Elle habite Las Vegas avec son mari et leurs 6 enfants. En dehors du travail, Crystal aime rester active, privilégier la santé et passer du temps en famille. Michael, encore une fois, penses-tu qu'à ce stade, il y a une zone grise ici? Combien de choses pourraient être corroborées à partir de cette déclaration? Où vois-tu cela aller ensuite? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas surveiller dans l'affaire pénale lorsqu'il sera question de défense possible ou d'une tentative de faire rejeter l'affaire, n'est-ce pas? Requête en irrecevabilité ou à mesure que l'affaire avance vers le procès. Que vas-tu surveiller? Actuellement, l'affaire est du ressort du tribunal de Las Vegas. La prochaine étape sera une audience préliminaire. J'explique à mes clients qu'une audience préliminaire est en quelque sorte un mini-procès. L'État ne présente ni toutes ses preuves ni tous ses témoins et la charge de la preuve est très faible. Lors d'un procès pénal, il faut prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Lors d'une audience préliminaire, il suffit de présenter des preuves légères ou marginales. C'est essentiellement une détermination de cause probable. Donc, dans les prochains mois, comme M. Buchanan l'a dit dans la citation qu'il nous a donnée aujourd'hui, ils vont commencer leur propre enquête interne du côté de la défense. Je suis sûr qu'il va avoir des discussions avec le parquet au fur et à mesure que cela se présentera. Je ne serais pas surpris que l'État utilise la porte dérobée avec toute l'attention médiatique et la complexité de l'affaire, en passant par l'acte d'accusation du grand jury, une procédure secrète qui prive M. Buchanan et son équipe d'une audience préliminaire. C'est fréquent dans les affaires complexes et certaines très médiatisées. Je ne serais pas surpris si un jour on reçoit une notification que l'affaire est envoyée au tribunal de district suite à une procédure secrète devant le grand jury et l'inculpation du client. Pensez-vous qu'un procès aura lieu? Les parents vont-ils intenter une action en justice? Je n'ai pas encore vu de reportage. Pensez-vous que ce soit possible? Je suis spécialiste de la défense pénale. C'est mon domaine. Je me concentre principalement sur le pénal. Oui, j'ai des amis et mon frère est un excellent avocat en préjudice corporel à Vegas. Je suis sûr que ces avocats spécialisés dans les préjudices corporels salivent à l'idée de donner une leçon au district scolaire du comté de Clark ainsi qu'à toutes les autres parties impliquées dans cette affaire. Donc oui, des poursuites judiciaires sont probablement à venir. Je reviens sur une dernière question pénale où tout pourrait se conclure. Si ces allégations sont vraies, c'est très préoccupant. C'est très inquiétant pour les parents et les enfants. Dans une affaire pénale, s'agit-il d'enfants qui, au moment où tout cela se passait, avaient apparemment entre 5 et 14 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils vont devoir témoigner? Oui, très probablement si l'affaire allait jusqu'au procès. En général, il existe des moyens pour qu'une personne de moins de 16 ans n'ait pas à témoigner lors d'une audience préliminaire,
mais cela est généralement exclu pour les affaires sexuelles. Et il n'y a absolument aucune allégation à ce stade concernant quoi que ce soit de cette nature particulière. Il est donc probable qu'ils puissent témoigner lors de l'audience préliminaire, à moins qu'il n'y ait une disposition spécifique à ce sujet dans la loi, mais ils témoigneront certainement lors du procès. Si cette affaire allait devant un jury et que le ministère public poursuivait ses chefs d'accusation, il devrait alors établir cette base. Et l'exemple que j'ai donné plus tôt dans notre entretien, c'est de faire venir, vous savez, Billy ou Sarah qui ont 5 ans, et de simplement leur dire « Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai reçu une piqûre et j'ai le diabète. Reconnais-tu la personne responsable? Est-elle ici ?» C'est simple, non? Asseyez-vous toujours près de l'avocat de la défense. Ils les désigneront, et ce sera probablement l'essentiel de leur témoignage général. Ensuite, selon ce que M. Buchanan prévoit au contre-interrogatoire, il faut rester prudent avec les prétendues victimes enfants et la perception du jury. Mais il est certain qu'ils seraient susceptibles de témoigner. Cela a été jusqu'au bout. Je vous dirai ceci, même si nous avons traité des affaires similaires, celle-ci est vraiment unique. C'est une exception. Nous verrons la suite. Merci beaucoup, Michael Triano, pour votre analyse et votre présence. Je vous en suis reconnaissant. Absolument. Merci à vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.